La nuit du 3 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé l'histoire. En moins de 6 heures, des fonds secrets, des ordres codés et des mouvements militaires convergent vers la résidence d'Ibrahim Traoré. Loin de cette scène, Muhoozi Kainerugaba, un général ougandais, capte une rumeur d'assassinat. La menace est évidente. Un chef d'État africain est visé. Ibrahim Traoré n'est pas un simple homme politique, mais un symbole du changement. Mais la question reste, que se passe-t-il lorsque la résistance devient une cible ? Et qui, derrière les ombres, décide de protéger l'Afrique ? C'est le début d'un combat silencieux qui redéfinira la lutte pour l'indépendance sur le continent. Le 3 janvier 2026, une tentative d'assassinat ciblant Ibrahim Traoré aurait pu marquer la fin d'une époque pour le Burkina Faso. Mais ce qui aurait été une tragédie se transforma en un point tournant. Alors que des fonds mystérieux et des plans secrets se mettaient en place pour abattre le capitaine, une alliance inattendue se forma sous le radar. Muhoozi Kainerugaba, un général ougandais, décida d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Son objectif était clair, sauver l'intégrité de l'Afrique. Si Ibrahim Traoré était tué, ce ne serait pas juste la perte d'un leader, mais celle d'un idéal. Un idéal de souveraineté africaine, un idéal de liberté et de résilience face aux forces extérieures. Mais comment un homme et un réseau discret pouvaient-ils contrer un complot international ? Les stakes sont plus grands que jamais. Cette nuit-là, une question fondamentale émerge. Et si l'Afrique, pour une fois, agissait avant que la catastrophe ne frappe ? La nuit du 3 janvier 2026, le plan pour éliminer Ibrahim Traoré semblait inévitable. En quelques heures, des fonds occultes d'un montant de 70 millions de francs CFA avaient été transférés d'Abidjan à des comptes fantômes. La précision de l'opération était frappante. Un double assaut était prévu, l'un contre la résidence présidentielle de Traoré, l'autre contre les bases de drones, destinées à paralyser tout contre-mesure avant même que l'alerte ne soit donnée. Tout était minutieusement calculé. Les assaillants, formés par un réseau de conspirateurs, avaient reçu des instructions claires, frapper simultanément et neutraliser toute résistance en un éclair. Mais ce que les conspirateurs ignoraient, c'était qu'à des milliers de kilomètres de là, un général ougandais, Muhoozi Kainerugaba, avait capté les premiers signes de la conspiration. En analysant les flux financiers et les communications interceptées, il comprit rapidement qu'un complot international visant Ibrahim Traoré était en train de se mettre en place. Le général Muhoozi, fort de ses années d'expérience dans la région, savait que la situation était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. L'Afrique, apparemment vulnérable, avait un allié secret, un réseau de défense discrète mais redoutablement efficace. Et dans cette nuit tendue, Muhoozi n'hésita pas. Il devait agir. Muhoozi Kainerugaba, bien que loin du terrain, jouait un rôle clé dans ce qui allait devenir une intervention silencieuse mais décisive. À Kampala, il activait des réseaux d'officiers africains de confiance, bâtis patiemment sur des années de coopération discrète. Les messages codés circulaient sous forme de rapports diplomatiques, de simples échanges de courtoisie ou de petites informations anodines, mais derrière chaque mot, un signal était envoyé. En parallèle, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré recevait des informations fragmentées. Des fuites commençaient à alerter ses services de sécurité sur des mouvements suspects près de la frontière ghanéenne. Traoré, toujours vigilant, savait qu'une menace pesait sur lui, mais la source restait floue. C'est dans ce climat tendu qu'il fit une déclaration décisive. Agissons sans bruit. À partir de ce moment, les forces de sécurité burkinabées se mirent en alerte. Des patrouilles furent modifiées, des surveillances renforcées. Mais plus important encore, un réseau de confiance, tissé par Muhoozi et les officiers burkinabés, commença à se resserrer. La décision de Traoré était claire. Il fallait anticiper le coup avant qu'il n'éclate, car les risques n'étaient pas seulement politiques, mais existentiels. La lutte pour la survie du Burkina Faso venait de commencer, et elle allait changer le paysage géopolitique africain pour les années à venir. Le 3 janvier 2026, la tension monta d'un cran. Les informations des services de renseignement étaient claires. Un complot destiné à abattre Ibrahim Traoré et à déstabiliser le Burkina Faso était en cours. Un double assaut minutieusement planifié visait à frapper simultanément la résidence présidentielle et les bases de drones.
Ce qui semblait être une simple rumeur devint une menace imminente et les services de sécurité burkinabés réagirent rapidement. Les opérations de surveillance furent intensifiées, des patrouilles modifiées et la capitale se retrouva sous une vigilance accrue. Mais la véritable action commença à se dérouler dans l'ombre. Muhoozi Kainerugaba, depuis Kampala, suivait de près les derniers mouvements. Grâce à une coordination sans précédent entre les services de renseignement africains, les autorités burkinabées purent déceler la convergence des transferts d'argent et des réunions secrètes aux abords de la frontière ghanéenne. À 18h, les indices convergèrent vers une seule conclusion. L'assaut aurait lieu à 23h précises. Les forces de sécurité, sous le commandement de Traoré, se préparèrent à parer le coup. L'intensification des déplacements militaires, les mouvements des véhicules suspects et l'augmentation des communications cryptées ne pouvaient plus être ignorés. Le plan était devenu clair, frappé avant même que la première balle ne soit tirée. La réaction fut décisive. Chaque seconde comptait. C'était une guerre silencieuse contre un complot dont les origines se perdaient dans les ombres du Sahel. En quelques heures, les services de renseignement burkinabés avaient compromis le centre du complot. La machine ennemie se bloquait alors que l'alarme retentissait à l'intérieur des murs du palais présidentiel. Les premières heures du 3 janvier 2026 ont été marquées par une série de révélations qui ont confirmé la gravité de la situation. En moins de 24 heures, les services de renseignement burkinabés avaient retracé l'ensemble des flux financiers suspects. Un total de 70 millions de francs CFA avait été transféré depuis Abidjan vers des comptes fantômes, tous liés à des officiers militaires burkinabés à la retraite. Ce montant semblait anodin, trop faible pour éveiller des soupçons en surface, mais suffisant pour acheter des consciences et semer le chaos. Ce transfert, bien qu'il soit un simple chiffre, a révélé l'existence d'un réseau complexe d'influences étrangères tentant de déstabiliser le pays. En parallèle, des analyses des communications interceptées ont révélé que plusieurs réunions secrètes avaient eu lieu entre novembre et décembre 2025 dans 4 pays différents, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso. Ces réunions, qui ne duraient jamais plus d'1 heure, se terminaient systématiquement par un mot de code différent. Ce détail, au début insignifiant, est devenu une clé majeure pour comprendre l'ampleur du complot. Les services de renseignement ont aussi repéré une augmentation des retraits en liquide dans certaines bases militaires, juste avant le Nouvel An. Cette traçabilité des flux, combinée avec les communications cryptées et les enregistrements vocaux, est devenue l'élément déclencheur. Tout s'est éclairci en quelques heures. Ce complot n'était pas isolé, mais une partie d'un plan plus vaste de déstabilisation régionale. Ce n'était pas un incident isolé, mais bien une opération coordonnée. Le complot visant Ibrahim Traoré n'a pas manqué de susciter des réactions contradictoires dès qu'il fut découvert. D'un côté, les partisans de l'opération avortée voyaient cette tentative d'assassinat comme une tentative désespérée de forces extérieures cherchant à maintenir leur influence sur le Burkina Faso et sur le Sahel en général. Pour eux, l'action des services de renseignement africains, dirigés par Muhoozi Kainerugaba, représentait un moment de tournant dans la lutte pour la souveraineté du continent. Les chiffres étaient là pour étayer leurs affirmations. Les transferts d'argent, les réunions secrètes et la montée en puissance des conspirateurs étaient des signes d'une ingérence étrangère évidente. À ce moment, la question était de savoir si ce complot n'était que la partie visible de l'iceberg d'un réseau plus vaste. Mais de l'autre côté, certains observateurs plus sceptiques soutiennent que cette affaire n'était qu'une opération politique bien orchestrée, destinée à renforcer la légitimité d'Ibrahim Traoré en tant que leader panafricain. Ils soulignent que les preuves de l'implication de puissances extérieures étaient insuffisantes et que les événements avaient été amplifiés pour justifier une action militaire de grande envergure. Selon eux, cette révélation pouvait également être une stratégie pour détourner l'attention des véritables enjeux internes du Burkina Faso. La présence de figures politiques déchues, comme l'ex-président Sandaogo Damiba, soulignait en effet l'existence de luttes de pouvoir internes, et non simplement une ingérence extérieure. La vérité, cependant, semblait se situer au carrefour de ces deux interprétations. Le rôle de Muhoozi Kainerugaba,
un acteur clé mais discret de cette affaire, montre que l'Afrique commence à se doter des moyens de protéger sa souveraineté, mais aussi qu'il existe des forces internes en jeu, prêtes à jouer leur propre jeu politique. À ce point de l'histoire, un élément crucial est devenu apparent. La solidarité panafricaine, qui semblait autrefois un idéal lointain, était en train de se concrétiser. Le 3 janvier 2026, à l'aube, une véritable révélation a émergé. Les services de renseignement burkinabés, en collaboration avec ceux d'autres pays africains, avaient non seulement contrecarré une tentative d'assassinat, mais ils avaient également réussi à compromettre un complot qui menaçait l'ensemble de la région. Ibrahim Traoré, bien que cible d'une vaste conspiration, n'était pas seul. Le soutien qu'il reçut en coulisses, par le biais des réseaux de confiance établis par Muhoozi Kainerugaba et d'autres alliés africains, a été la clé du succès de l'opération. À ce moment-là, les bases du complot se sont effondrées, non pas grâce à l'intervention d'entités étrangères, mais grâce à un réseau africain d'entraide et de vigilance. C'était un basculement, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique dans son ensemble. L'incident du 3 janvier n'était pas qu'un échec militaire pour les conspirateurs, il marquait un tournant dans la capacité de l'Afrique à se défendre, à se protéger sans l'aide extérieure. Cette nuit-là, l'Afrique avait agi de manière autonome, non seulement pour sauver une vie, mais pour affirmer qu'elle pouvait et devait défendre ses intérêts de manière collective. La question qui restait en suspens, cet acte serait-il un point de départ pour une nouvelle dynamique de coopération africaine, un réveil continental qui brise le cycle de dépendance et de soumission ? Les conséquences immédiates du 3 janvier 2026 ont été profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. La tentative de coup d'État échouée a révélé la fragilité des structures politiques internes et l'importance d'un réseau de défense régional solide. Les services de renseignement burkinabés, grâce à leur collaboration avec d'autres pays du Sahel, ont montré qu'il était possible de contrer une menace sans l'intervention extérieure. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a consolidé sa position, mais les répercussions sur le terrain étaient loin d'être simples. Le pays, désormais plus vigilant, a dû faire face à des tensions internes, notamment parmi les élites militaires et politiques. Les arrestations des conspirateurs, bien qu'efficaces, ont exacerbé les divisions internes, et la question de la loyauté parmi les forces armées burkinabées est restée posée. D'un point de vue régional, l'échec du coup d'État a déclenché une vague de réévaluation des stratégies de sécurité collective en Afrique. L'Union africaine, ainsi que plusieurs pays du Sahel, ont commencé à intensifier leurs efforts pour renforcer les échanges de renseignements et la coopération militaire. Le modèle de coordination entre les services de renseignement du Burkina Faso et de l'Ouganda a servi d'exemple pour d'autres nations africaines, démontrant que l'unité et la vigilance collective étaient des clés de la stabilité. Cependant, cette victoire a également ses ombres. L'indépendance croissante du Burkina Faso, ainsi que les actions d'Ibrahim Traoré, ont inquiété certains partenaires internationaux, surtout ceux qui bénéficiaient d'une Afrique dépendante et prévisible. Les sanctions économiques et diplomatiques ont été renforcées, mais cela n'a fait qu'encourager une approche plus autonome et déterminée. Les chiffres, bien qu'indicateurs de succès, ont révélé la réalité d'un continent au rapport de force changeant. Dans les mois qui suivirent l'échec du coup d'État, 3 scénarios possibles se dessinaient pour le Burkina Faso et la région. Le premier, et le plus probable, envisageait une stabilisation progressive, mais fragile. Les forces de sécurité burkinabées, soutenues par la coopération panafricaine, continuaient à resserrer les rangs, renforçant les réseaux d'échange de renseignements et les patrouilles à travers le pays. Ibrahim Traoré, consolidant ses alliances avec d'autres nations africaines, privilégiait la prudence tout en poursuivant son objectif de renforcer la souveraineté nationale. L'impact de cette stratégie sur la population était positif, mais la stabilité demeurait précaire, exposée au risque d'instabilité interne. Le deuxième scénario envisageait une trajectoire plus optimiste, celle d'une renaissance panafricaine. L'opération avortée, devenue un symbole de la résistance africaine, pourrait inspirer d'autres pays du Sahel à adopter des modèles de coopération similaires. L'Union africaine, consciente de l'importance de cette victoire, commencerait à adopter des politiques de sécurité collective renforcées. Dans cette hypothèse,
l'Afrique ne se contenterait pas de réagir aux menaces extérieures, mais agirait en tant qu'entité géopolitique proactive. Le Burkina Faso deviendrait alors un modèle de résilience pour d'autres nations africaines, soulignant l'importance de la coopération régionale dans la lutte contre les forces déstabilisatrices. Le troisième scénario, plus sombre, voyait le Burkina Faso entrer dans une phase de tension croissante. La montée en puissance des forces déçues, à la fois internes et externes, pourrait mener à une série d'actions de sabotage et de déstabilisation plus discrètes. Les bailleurs de fonds étrangers, frustrés par la perte d'influence, utiliseraient des méthodes plus subtiles telles que le contrôle des flux financiers et la manipulation de l'opinion publique. Cette forme de guerre hybride deviendrait un nouveau défi pour le pays, qui devrait faire face à un sabotage lent, mais potentiellement plus corrosif que l'attaque directe. La question reste, quelle sera la capacité du Burkina Faso à naviguer entre ces scénarios pour assurer une paix durable ? À ce stade, la situation du Burkina Faso et son impact sur la région affectaient directement les pays voisins et au-delà. Pour les citoyens burkinabés, l'échec du coup d'État et la réaction rapide de leurs forces de sécurité ont suscité un sentiment de fierté nationale. Cette victoire symbolisait bien plus qu'une simple défaite pour les conspirateurs. Elle représentait un tournant dans la manière dont l'Afrique pourrait, à l'avenir, se défendre elle-même. Les habitants de Ouagadougou ont parlé de la nuit du 3 janvier comme d'un moment où la solidarité africaine est passée de la théorie à la pratique. Ce n'était pas seulement un soulagement, mais un acte de conscience collective. Pour les autres nations africaines, l'histoire de cette tentative avortée est devenue une source d'inspiration. De nombreux pays du Sahel ont commencé à revoir leur stratégie de défense, à échanger des renseignements et à renforcer les relations intergouvernementales. Des discussions ont commencé sur la nécessité de renforcer les capacités militaires régionales en dehors des influences extérieures. Cependant, les défis ne se limitaient pas à la dimension militaire. La crise a mis en lumière le rôle crucial de la population dans la résistance face aux menaces extérieures. Les civils, les journalistes, les leaders communautaires et les soldats ont tous joué un rôle essentiel dans l'assistance à la prise de décisions stratégiques. Ce n'était pas uniquement une victoire des autorités politiques, mais une victoire collective. L'appel à une solidarité africaine plus concrète et plus proactive devenait alors plus urgent que jamais. Le défi à venir serait de transformer cette solidarité ponctuelle en un cadre durable pour la défense et la gouvernance continentale. Après l'échec du coup d'État, la question de la résilience de l'Afrique face aux crises futures est devenue primordiale. Une solution à long terme nécessitait une approche systématique et intégrée. D'abord, l'échange de renseignements entre pays africains devrait devenir la norme. L'initiative Sentinelle 2026, inspirée directement de l'opération réussie entre le Burkina Faso et l'Ouganda, visait à établir des protocoles de sécurité régionaux permettant de détecter les menaces dès leur émergence. La mise en place d'un centre de renseignement africain axé sur la coopération entre les nations du Sahel serait essentielle pour anticiper et neutraliser de futures tentatives de déstabilisation. Deuxièmement, la formation d'unités hybrides combinant forces militaires et civiques devrait devenir une priorité pour chaque nation africaine. Ces unités, capables de réagir rapidement à toute menace sans attendre une autorisation politique, seraient la clé pour renforcer la réactivité et l'efficacité des interventions. Le succès de la réactivité du Burkina Faso pendant la crise a démontré l'importance de cette approche. Troisièmement, la création d'un fonds africain de cybersécurité devient impérative pour contrer les menaces numériques. Les tentatives de manipulation et de guerre de l'information vues dans cette crise exigent une vigilance accrue dans le domaine numérique. Les pays africains devraient collaborer pour mettre en place des infrastructures communes pour protéger leur système d'information et contrer toute ingérence étrangère. Enfin, la diplomatie entre pairs, renforcée par des rencontres régulières entre dirigeants comme Ibrahim Traoré et Muhoozi Kainerugaba, doit être institutionnalisée. L'objectif est d'établir une diplomatie proactive et non réactive, où les dirigeants africains se rencontrent non seulement en cas de crise,
mais aussi pour prévenir celle-ci. L'engagement des citoyens, informés et impliqués, sera essentiel pour maintenir la stabilité. Un peuple averti est un rempart contre les menaces externes. Le 3 janvier 2026, Ibrahim Traoré se tenait devant son palais, observant les premières lueurs de l'aube. La menace était passée, mais l'air semblait chargé de résonances profondes. Ce n'était pas une victoire, c'était un rappel, murmura-t-il. Ce rappel, plus qu'une simple déclaration, incarnait la prise de conscience collective d'une Afrique qui s'éveille et choisit de défendre ses propres intérêts. Ibrahim Traoré, tout en étant un leader, ne représentait pas simplement un homme ou un régime, mais l'esprit d'une Afrique qui refuse de se laisser dicter son destin. Ce moment, figé dans la mémoire collective, deviendrait un symbole de la résilience du peuple burkinabé et d'une nouvelle ère pour le continent. L'histoire de ce jour-là est bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle est l'émergence d'une conscience africaine partagée, une fraternité construite non pas sur la soumission, mais sur la coopération et la vigilance. Ibrahim Traoré, tout comme Muhoozi Kainerugaba, n'étaient pas seulement des symboles politiques, mais des gardiens d'une vision collective pour un avenir où l'Afrique prendrait son destin en main. La question demeurait, après cette victoire discrète, l'Afrique saura-t-elle garder les yeux ouverts pour empêcher les futures menaces s'en mènent ? La vigilance, comme l'a montré cette nuit, était désormais l'arme la plus puissante de l'Afrique. La nuit du 3 janvier 2026 marquera un tournant décisif pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Une leçon a été apprise. L'Afrique peut se protéger elle-même sans tutelle extérieure. Mais cette victoire ne doit pas être l'aboutissement, elle doit être le début d'une réflexion plus profonde. Un continent capable de défendre ses dirigeants et ses peuples face à des menaces internes et externes doit aussi réfléchir à son avenir collectif. Aujourd'hui, à travers chaque citoyen, chaque leader et chaque communauté, l'Afrique a l'opportunité de renforcer sa souveraineté et d'affirmer une solidarité authentique. Les initiatives comme Sentinelle 2026 ne doivent pas être des événements isolés, mais un cadre permanent de coopération pour la sécurité régionale. Le défi pour chaque nation africaine est de transformer la solidarité ponctuelle en un mouvement durable. Alors, la question reste, quel rôle chacun d'entre nous peut-il jouer dans la construction de ce futur commun ? La solidarité, la vigilance et l'action collective sont les clés pour faire en sorte que ce qui s'est passé le 3 janvier 2026 ne soit pas une exception, mais un modèle à suivre pour toute l'Afrique.